Pierre-André nous a fait l'honneur et le plaisir de venir à Limoges pour nous entretenir d'une thématique très originale, qui est sur le diaporama, qui est le résultat d'une enquête qu'elle va vous présenter ce soir, à la suite de nombreuses années de recherche consacrée à un projet qui s'intitule Helpers. Alors, en traduction, c'est l'aide, au sens d'une personne qui aide une autre. Helpers et lyncheurs, dans l'Europe dominée ou menacée par l'Allemagne nazie. Cette enquête a donné lieu à une publication intitulée Tombée du ciel. L'ouvrage est paru aux éditions Talendier il y a déjà 5 ans, en 2021, et d'emblée, il a constitué un événement historiographique, tant par l'originalité du sujet que par l'approche qui a été choisie par son autrice. Le sujet, d'abord. Les aviateurs précipités au sol durant la Seconde Guerre mondiale, à la suite d'atterrissages involontaires, souvent provoqués dans le contexte des combats. C'est bien un des aspects majeurs de cette étude que de braquer le projecteur sur les réceptions de ces aviateurs, dans toute la polysémie du terme réception, sur le rôle des gens ordinaires, les hommes, les femmes, des jeunes, plus âgés, sur les imaginaires aussi. Et Cavandrieux montre l'importance, dans l'acte de sauvetage comme dans le lynchage, de l'image que l'on se fait de soi-même et de l'autre, c'est-à-dire de la construction et de l'affrontement des identités, remaniées dans le cadre d'un conflit idéologique marqué, comme vous le savez, par le franchissement d'un seuil inédit de violence. Ainsi s'éclairent des attitudes, aussi bien individuelles que collectives. L'analyse permet alors d'envisager à nouveau fait les questions majeures, dont elle vous parlera, la résistance en France, comme un fait social total, l'enracinement d'une culture de la civilité au Royaume-Uni, la nazification de la société allemande, imprégnée, comme par capillarité, de la manière de voir le monde, ce qu'on appelle la Weltanschauung, des nazis. L'originalité de l'enquête tient donc aussi à la démarche, celle d'une histoire comparée à l'échelle européenne, dont le grand mérite est de faire réfléchir au rapport entre l'État, les États et les individus, dans des configurations mouvantes. Bref, pour le dire autrement, Cavandrieux est attentif particulièrement aux articulations entre le politique et le social, qui sont ces deux champs de recherche. À cette convergence, faut-il peut-être situer la profondeur de l'enracinement des idéaux et des valeurs de la démocratie, en France et au Royaume-Uni, qui est un facteur parmi d'autres, susceptible d'ordonner le comportement, et en particulier face aux aviateurs tombés du ciel, et c'est là une hypothèse en forme de question aussi à notre conférencier. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais donc vous parler de ce livre que j'ai mis très longtemps à achever parce qu'il a représenté des recherches en archives, pas tellement en France d'ailleurs, mais aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Je vais d'abord présenter le sujet de manière générale. Je vais passer en revue les différents cas que j'étudie, les cas nationaux que j'étudie dans le livre, et si vous le voulez bien, je m'arrêterai un peu plus sur le cas français pour des raisons géographiques évidentes. Donc, pourquoi ce sujet, d'abord, qui est un peu inhabituel? Je vais montrer comment je suis arrivée à ce sujet, parce que ça a un rapport avec la recherche en histoire et l'évolution de l'historiographie. En fait, je suis partie d'une question et d'une déception. En 1997, Antoine Pro m'avait demandé de participer à un numéro spécial du mouvement social sur la résistance. Et il m'avait assigné, je crois que je n'avais même pas eu d'avis à donner, l'article sur les résistantes. Et faisant cet article, je dis bien en 1996-97, j'ai été assez déçue par la littérature disponible, qui était très sympathique, tout en admiration pour ces femmes remarquables, mais qui était un peu dépourvue des méthodes de la recherche historique. Et tout en lisant, je me demandais comment faire pour faire de cette histoire quelque chose qui soit solide. Et il m'a été donné de lire un livre en anglais sur une bataille aérienne de juillet 1944 au-dessus de Révigny, dans la Meuse.
une bataille terrible, c'est presque la dernière bataille que mène la Luftwaffe. Donc on est en juillet 1944, le débarquement a lieu. Et en fait, il y a environ 250 tués des deux côtés. C'est le total. Et l'ouvrage que je lisais montrait des sources que j'ignorais, qui étaient les débriefings des pilotes alliés quand ils réussissent à rejoindre Londres et qu'on leur demande très précisément ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés au sol. Et c'est cette source-là qui m'a mis sur la voie d'un livre sur l'aide aux aviateurs alliés en France occupée. Je suis allée à Londres, et j'ai vu beaucoup de choses, et je me suis dit que j'avais un bon sujet. Parce que ces débriefings sont pris sur le moment. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'arrivée au sol, en général par voie de parachute, et le retour en Angleterre, il peut s'écouler plusieurs mois. Même il s'écoule en moyenne plusieurs mois. Mais on a donc des débriefings qui commencent dès 40. Et on voit les récits qui évoluent avec le temps, parce que la situation au sol évolue. Et ce sont des récits très précis que les aviateurs donnent dans un contexte militaire. Ce sont d'ailleurs des interrogatoires. Et par solidarité avec leurs camarades, ils ne peuvent pas broder, entre guillemets. Et de toute façon, leurs récits sont très contrôlés. Donc pour l'historien, c'est une source en or. Et pensant que j'allais faire un livre sur la France, j'ai donc travaillé sur ces débriefings. Mais je trouvais que ça manquait de profondeur parce que j'étais trop le nez sur la France et je ne pouvais pas comparer. Je n'avais pas d'étalon de mesure. Peut-être que c'était normal que dans plus de 90% des cas, les Français aident alors même que la répression était féroce, c'était la peine de mort ou la déportation. Et donc j'ai un peu regardé ailleurs, et j'ai eu l'idée de regarder en Allemagne. Alors je suis allée à Washington. Je suis allée à Washington pour deux raisons. D'abord parce que les dossiers individuels des helpers, ceux que les Alliés appellent les helpers, sont à Washington. Et ensuite, parce que j'espérais avoir des éléments sur ce qui s'est passé en Allemagne. Et là, j'ai été tout à fait servie parce que les dossiers individuels des helpers de toute l'Europe sont réunis à Washington. Et les pays sont gentiment classés par ordre alphabétique, donc il y a tout un mur qui fait peut-être 10 mètres de long et 6 mètres de haut de dossiers individuels sur toute l'Europe. Et après avoir un peu travaillé, bien sûr, je suis arrivée au total d'environ 150 000 helpers reconnus. Or, un helper reconnu, c'est pratiquement, enfin c'est une proportion de l'ensemble des helpers. C'est peut-être une petite proportion, je pense que ça dépend des pays, mais ce n'est pas tous les helpers. Donc, je me suis trouvée avec l'idée de comparer que j'avais au départ, mais là, il se confirmait que c'était possible. Et de proche en proche, je me suis dit, j'ai la France et l'Allemagne, mais la France n'est pas indépendante, l'Allemagne est indépendante, donc ma comparaison est boiteuse. Donc j'ai pris l'Angleterre pour avoir un autre pays indépendant, et de ce fait, j'avais un trio comparatif que je trouvais assez solide. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter l'accueil des pilotes allemands en France en mai-juin 40. C'était pas, j'aurais pu m'en passer pour le livre, mais j'ai trouvé des sources à ce sujet, et comme ça n'avait pas été traité du tout, voilà, je suis arrivée finalement avec cette idée d'un livre en 4 volets. 1. La chute des Allemands en France en mai-juin 40. 2. La bataille d'Angleterre et ses suites en Angleterre. Et 3. La France occupée. Et 4. L'Allemagne. Je dis 4, je mets l'Allemagne en dernier parce que les pilotes qui tombent en Allemagne tombent jusqu'au 8 mai 1945, à une date où en France, la libération est à peu près complète. Donc voilà comment j'arrive à ce sujet, et vous voyez au passage que je m'inscris dans une histoire qu'on appelle par en bas. Il y a une bonne partie de micro-histoire dans mon livre, et ça correspond assez bien à la tendance actuelle de l'histoire. Ce n'est qu'une tendance, il y en a d'autres, mais c'est une tendance qui consiste à regarder l'histoire en dehors des organisations,
sans passer par le filtre des organisations ni le filtre des institutions. C'est donc une histoire comparée au ras du sol que j'ai faite. Histoire sociale et politique, comme M. Taverdet vous l'a dit. Alors, j'arrive donc dans mon sujet, j'aborde maintenant le contenu de la France en 1940. Là, je passe sur ces chiffres, on pourra y revenir, mais vous voyez rapidement par la troisième colonne que le Royaume-Uni et la France ont été à peu près également affectés par les bombardements, le Royaume-Uni par les Allemands, la France par les Alliés, un tout petit peu par les Allemands, mais à l'échelle de ce qui se passe ensuite, c'est peu, et que l'Allemagne a été la plus affectée, sans que le taux soit absolument gigantesque. Donc, je passe. Et j'arrive donc à la chute des Allemands en France. Et là, on est renseigné, en fait, par deux documents de propagande nazie. C'est le livre 1 et le livre 2 de la conduite de la guerre contraire aux droits de l'homme de la France, 1939-1940. Ce sont deux documents qui ont été rédigés par le service juridique de la Wehrmacht, donc en 1941, et qui sont imprégnés de la vision nazie, c'est-à-dire que les Français sont, je mets des guillemets, enjuivés, sont soumis à une population provenant d'Afrique, donc qui porte un autre nom dans ces documents, et n'est plus du tout un pays civilisé. Voilà. Donc il faut évidemment décrypter ce langage nazi. Et pour appuyer ce discours, on cite un certain nombre de mauvais traitements au sol qu'ont reçus soit les aviateurs allemands, soit des fantassins, du fait de civils français. C'est donc les civils français qui sont mis en cause. En fait, au total, dans ces deux gros documents, si on pointe les morts du fait de mauvais traitements au sol, on arrive à moins de 10. Donc, à l'échelle d'un pays en guerre, ça ne mérite peut-être pas d'être considéré comme un pays barbare. Mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est l'attitude des Français au sol, effectivement, qui ont été mobilisés par un décret qui a été complètement oublié parce qu'il date du 17 mai. Je vous rappelle que l'invasion, c'est le 10 mai. Et par ce décret du 17 mai, le gouvernement de la République, aux abois déjà, enfin presque, a créé des gardes territoriaux. Les gardes territoriaux étaient des hommes qui n'étaient pas déjà mobilisés, c'était donc des hommes d'un certain âge, dans toutes les communes de France, à qui on demandait de se mobiliser, de mettre un brassard, de prendre leur fusil de chasse et de signaler aux autorités l'arrivée sur le sol de la commune d'aviateurs ennemis. Et donc c'était en fait mettre sur un pied de garde, un pied de veille, toute la moitié nord du pays. Ça ne visait que la moitié nord du pays. Mais des milliers d'hommes se sont trouvés de cette façon volontaire. Et ce qui est tout à fait peu connu, c'est qu'effectivement, ils ont gardé les villages, ils ont essayé de prévenir l'arrivée d'ennemis sur leur sol. Mais ils n'avaient aucune formation militaire, et c'est tout juste si on leur communiquait la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Et donc, il y a eu forcément des exactions, c'est-à-dire des prisonniers de guerre qui ne doivent pas même être maltraités et qui l'ont été. Donc ça, c'est véridique. Mais dans l'ensemble, les aviateurs allemands ont été faits prisonniers et envoyés dans un camp de prisonniers de la Luftwaffe en Dordogne. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que les citoyens s'étaient mobilisés. Donc, on a des chiffres incomplets, mais dans certains départements, ça atteint 6 000, et sans aucune difficulté. Mais bien sûr, c'est une histoire éphémère, puisque dès le 22 juin, et même, pour parler plus tôt, dès le 17 juin, le maréchal Pétain demande d'arrêter les combats. Donc c'est éphémère et ça a été complètement oublié.
Là, je vous donne une photo qui a été prise en fin juin 1940 d'une tombe dont vous voyez qu'elle est proprement faite, d'un aviateur allemand qui a été tué dans un atterrissage forcé, près d'un village de l'Oise. Là, vous voyez l'Allemand qui est là, c'est déjà un occupant. Il regarde la tombe et peu après, la Luftwaffe monte un faux procès. Là, sur la place du village, on est à Luchy dans l'Oise. C'est un faux procès. Vous voyez debout le maire du village qu'on accuse d'avoir tué, c'est-à-dire en fait ça aurait été un assassinat, le prisonnier de guerre, et qui essaye de dire que ça ne peut pas être lui parce qu'on a trouvé une balle de fusil de guerre dans le corps de cet aviateur, et lui n'avait qu'une carabine, donc ça ne pouvait pas. Donc ce faux procès est monté, il est donc condamné à mort et envoyé à Bruxelles, qui était aussi occupée par les Allemands, comme vous le savez. Et on profite de toutes ces photos que ce sont des photos allemandes, bien sûr, on profite de toutes ces photos pour en faire des tracts qu'on diffuse par avion au-dessus du département pour dissuader, les civils de continuer à agresser les Allemands. Et c'est aussi, bien sûr, pour leur faire peur pour la suite. Donc cet épisode, je passe un peu rapidement, mais c'est un épisode, à mon avis, clé de cette partie de l'histoire de France qui renverse l'image traditionnelle de, entre guillemets, la débâcle de 1940. La débâcle de 1940 qui a donné lieu, bien sûr, à des récits ironiques, très sévères de la part des futurs collaborationnistes, comme Rebattet, par exemple. Rebattet est très drôle dans ses souvenirs, c'est très drôle. Simplement, c'est très orienté. Et depuis qu'on a écrit sur la débâcle sous Vichy, en fait, très peu d'auteurs ont osé questionner ce récit. Il y a un auteur en 1957 qui s'appelait Vidalinck, et puis il y a des nuances maintenant, les historiens sont quand même un peu plus nuancés, mais il y a une remarque très intéressante d'une collègue anglaise, Anna Diamond, qui a étudié de près les photographies de l'armée sur la retraite des civils. Vous savez qu'on estime à 8 millions le nombre de civils qui prennent la route et qui fuient les troupes allemandes, qui fuient l'invasion. Elle a regardé très près ces photos et elle arrive à la conclusion que les photos sont prises pour mettre en cause non seulement les civils, donc pour dédouaner l'armée, mais pour mettre en cause les femmes dans ces convois interminables de charrettes qui bloquent la circulation. Voilà, donc je propose de revoir cette période de mai-juin 40 sous un autre angle et de considérer, comme le dit Vidalinck en 1957, ou du moins de se poser la question, si les gens fuient l'invasion allemande, ils ont peut-être de bonnes raisons. Et notamment l'exemple de l'invasion de 14 peut peut-être faire réfléchir sur la réaction de 1940. Alors, j'arrive maintenant... tenez, voilà, par exemple, ici, ça c'est un bon exemple. Je suis encore en 40 en France. Là, vous êtes le 18 juin 40. Et ce jeune garçon, qui est apparemment un scout, s'appelle Georges Ledroff. Et le 18 juin 1940, à une heure où De Gaulle n'a pas encore prononcé son discours, cet avion de la Luftwaffe a fait un atterrissage forcé dans un petit village qui est près de Brest, alors qu'il y a encore à Brest des batteries qui combattent parce que le préfet maritime de Brest, a considéré que l'appel du maréchal Pétain à cesser le combat était un faux. Donc Brest continue de combattre. Et cet avion donc, est obligé de s'arrêter, de faire un atterrissage forcé. Ils sont un peu malmenés par les paysans qui accourent. Et finalement, ils sont emprisonnés à la prison de Brest. Mais le lendemain, le 19, la Wehrmacht arrive à Brest. Elle libère les prisonniers et elle rafle les hommes du village en question.
Et elle en garde 5 ou 6, elle leur fait un procès à l'allemande, c'est-à-dire qu'on considère que ce sont de francs-tireurs qui n'ont pas respecté les lois de la guerre, qu'on ne peut pas arrêter des militaires quand on est un civil. Et l'un d'eux est condamné à mort, exécuté, je crois, le 28 juin. Ça doit être l'un des tout premiers exécutés de l'armée allemande au moment de l'occupation. Et ce garçon qui est là, eh bien, il va devenir résistant très vite et il va devenir helpers, justement. Il va aider les aviateurs alliés. Mais à un moment donné, il est grillé et il va pouvoir s'échapper par un réseau d'aide aux aviateurs alliés qui s'appelle Shelburne, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vient chercher les aviateurs près de Saint-Brieuc, dans le golfe de Saint-Brieuc, donc sur la côte nord de la Bretagne, en vedette, et qui évidemment viennent de nuit, qui coupent le moteur pour entrer dans la baie, et qui prennent les aviateurs et les ramènent en Angleterre. C'est extrêmement risqué, parce que bien sûr la baie est très surveillée. Et l'un de ces pilotes, c'est le père de Jane Birkin, c'est David Birkin. Donc lui, in extremis, alors c'est, je crois, peut-être déjà juin 1944, il est exfiltré par une vedette par le golfe de Saint-Brieuc. Et ça vous donne une idée de la technicité acquise à partir d'un certain temps par les helpers pour évacuer les aviateurs alliés et les faire reprendre le combat. Donc j'arrive maintenant à l'Angleterre. Alors là, on est un tout petit peu plus loin dans le temps parce qu'on est le 5 septembre 1940 et c'est le début où les Anglais accueillent, je crois que c'est le mot, les pilotes allemands qui dégringolent. Là, vous avez l'avion un peu cabossé d'un célèbre as de la Luftwaffe qui s'appelait Franz von Vera, qui a donné lieu à des films d'ailleurs, que vous avez peut-être vus. Et ce Franz von Vera donc, a été obligé de faire cet atterrissage forcé, mais il est le seul Allemand qui ait réussi à s'échapper des mains alliées à partir d'une surveillance anglaise. Il a essayé de s'évader 2 fois d'Angleterre, il n'a pas réussi, il a été repris à chaque fois, mais il s'est évadé du Canada où les Anglais évacuaient leurs prisonniers de guerre qui n'arrivaient pas à nourrir. Et là, il s'est évadé, il a fait une évasion très, très audacieuse, et ça a marché. Et comme les États-Unis n'étaient pas encore en guerre, l'ambassade d'Allemagne à Washington a pu l'évacuer par l'Amérique du Sud. Il est revenu en Allemagne, mais en Allemagne, il a déplu, parce que dans le récit qu'on lui a demandé de faire de son évasion, il disait que les Anglais étaient corrects et même fair-play avec les prisonniers de guerre. Et donc son témoignage n'a pas été publié. Et puis il est mort dans des conditions mystérieuses l'année d'après. Voilà. Mais là, vous voyez les Anglais qui posent, c'est une photographie posée, mais avec un grand sourire, et alors même qu'à cette date du 5 septembre, les bombardements sont devenus très forts. Au début, les bombardements allemands, comme vous le savez, visaient les aéroports. Mais Churchill a eu l'idée de faire un bombardement symbolique sur Berlin. Si je ne me trompe, c'est dans les derniers jours d'août. Et ce bombardement symbolique a enragé Hitler et Göring, et qui ont donc décidé que désormais on bombarderait les villes. Et ce qui a sauvé les aérodromes et ce qui a sauvé la RAF. Mais là, voilà un exemple de bombardement de l'Angleterre. Là, on est tout près de Buckingham Palace. Et c'est le 15 septembre, c'est le grand jour, c'est le grand jour de la bataille d'Angleterre. C'est devenu maintenant comment est-ce qu'on dit, la BOB, la Battle of Britain Day. C'est un jour qui est célébré le 15 septembre 1940. Et là, vous avez l'avion de Robert Zebe, qui c'est donc un avion de chasse. Il est abattu et ensuite toute une littérature se développe à partir de ce cas pour savoir s'il a été tué par les civils, c'était un dimanche ou pas. Et donc j'ai essayé d'étudier tout ce qui s'était dit sur cet avion qui s'est abattu et sur le pilote. Et ma conclusion est la suivante.
Quand le pilote, parce qu'il y a beaucoup de sources, tout de même l'armée britannique a conservé beaucoup de sources. Quand le pilote arrive au sol, il est gravement brûlé et gravement blessé à cause de la bataille aérienne. Mais, en outre, il est maltraité par les civils au sol. Et il meurt 2 jours plus tard, et il meurt de ses blessures, il meurt des mauvais traitements conjugués, c'est difficile de dire. Mais pourquoi je m'attarde sur ce cas, c'est que Robert Seebee, à ma connaissance et jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul pilote allemand qui est mort de ses blessures et de mauvais traitements qui n'ont certainement rien arrangé. Les mauvais traitements, ce sont des coups, mais ce que j'ai lu est tellement connoté, tellement sexiste que je ne sais pas s'il faut le prendre au sérieux. Ce sont des femmes qui viennent avec des rouleaux à pâtisserie. Bon, c'est invérifiable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est mort 2 jours après. Voilà. Mais pour moi, c'est le seul cas de mauvais traitement. Et c'est à noter parce que beaucoup de légendes se sont développées jusqu'à aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les sites internet à ce sujet. Par exemple, voilà un autre cas, le cas d'une plage qui est du côté de Brighton, et où on a dit que la Home Guard, qui faisait de l'exercice au moment où cet avion a fait un atterrissage forcé, avait tiré sur les pilotes. En fait, ces affirmations se sont développées dans les années 70, jusqu'à ce qu'un jour le pilote lui-même tombe sur ces affirmations et dise d'abord moi je suis vivant, et deuxièmement quand je suis arrivé j'ai vu que tous mes camarades étaient morts parce qu'en fait l'avion avait été mitraillé dans le ciel. Donc là aussi c'est une non-histoire de mauvais traitement. Et pourquoi peut-on estimer qu'au sol, les civils se sont comportés correctement avec les aviateurs allemands, même quand les bombardements des villes sont devenus très sévères? Alors, il y a sûrement plein de raisons. Moi, il m'est apparu qu'il y en a une, c'est que le gouvernement a fait fond sur un stéréotype national qui était l'humour britannique. L'humour britannique, c'est un stéréotype qui remonte presque à la Renaissance. Il y a des livres d'histoire de l'humour britannique. Donc qui existait parfaitement en 1940. Et en faisant fond sur cet humour britannique et en l'incitant à se développer sur des événements qui étaient quand même très graves, parce qu'au début de la Battle of Britain, les Anglais craignaient quand même l'invasion. Ils étaient très graves en raison du nombre de morts, puisque en 2 ans, les Anglais ont perdu 40 000 hommes, femmes, enfants, c'était considérable. Et bien, c'est l'usage de l'humour, probablement par des consignes du ministère de l'Information, consignes que je n'ai pas retrouvées. Mais ce n'est pas possible que tous les journaux fassent usage de l'humour en même temps sur le même sujet. Il me semble qu'il y avait des consignes, il y avait aussi un consentement à ces consignes. Et là, je vous ai mis cette petite, je ne sais pas si c'est une gravure, ce dessin de presse d'un dessinateur très connu qui s'appelait Sidney Stube, il était d'ailleurs d'origine allemande. Et vous voyez, il y a donc un bombardement sévère, vous voyez au loin peut-être des flammes d'incendie. Et madame est confortablement installée dans un abri anti-aérien qui valait rien, c'était les abris Anderson, c'était purement moral. Et il lui demande « Is it all right now, Henry? Est-ce que tout va bien ?» Et Henry répond oui, et en répondant oui, il regarde l'état de la courge qui n'a pas reçu de dégâts, vous voyez, il ne regarde même pas les bombardements. Et cette façon de minimiser l'événement, qui fait partie de l'understatement, britannique, qui lui-même fait partie d'un stéréotype national qui, bien sûr, mérite une critique, une analyse critique, vous donne un exemple de ce qu'il y a dans la presse à ce moment-là. Autre exemple, là, c'est je regarde la date. C'est le 21 septembre, donc quelques jours plus tard. Vous voyez que l'utilisation de l'humour britannique, British humor, elle est même explicitée.
Et donc l'humour britannique est bomb-proof, est étanche aux bombes contre les raids nazis sauvages. Et après, il y a toute une série de jeux de mots. Et vous voyez par ailleurs, c'est assez beau, tout ce dessin de la vapeur des avions dans le ciel. Et ces dessins étaient souvent utilisés pour compter au sol. On comptait, comme dans un match, les chutes d'un camp ou de l'autre. Mais c'était aléatoire parce qu'en vérité, on ne voyait pas très bien de quelle arme venait l'avion qui tombait. Ça ne se voyait qu'au sol. Alors, donc pour terminer sur l'Angleterre, c'est une situation relativement pacifique. Donc, à part le cas de Tsebe, je n'ai pas trouvé de cas de mauvais traitement. Et oui, il y a eu des coups de poing un jour près de Newcastle à l'égard alors ça c'est intéressant, à l'égard d'un pilote qui a été arrêté par des mineurs près de Newcastle. Et visiblement, le pilote a eu un comportement très méprisant à l'égard des mineurs. Et je parle des mineurs de fond. Et donc, ça les a énervés, même s'ils ne comprenaient pas ce que disait l'allemand, et ils lui ont mis un coup de poing. Voilà. Mais vraiment, c'est rarissime. Et jusqu'en 1944 inclus. Pour l'expliquer, bon, il n'y a pas que la question du jeu sur le stéréotype national. Il y a, je crois, le maintien d'un régime globalement démocratique et qui, donc, maintient des normes de comportement qui sont celles du temps de paix, du moins sur son propre sol. Et ce maintien du régime et ce maintien des normes de comportement est essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, on voit quand un chef de l'État lâche la violence dans les rues, c'est immédiat. Donc là, il n'en était pas question. Et si on peut le dire négativement, on peut dire que les Britanniques ont suivi. Voilà. Alors, maintenant, je passe à la France. Donc, je vais prendre un peu plus de temps sur la France. Là, je regarde mon temps de parole pour ne pas excéder 50 minutes. Là, j'illustre la situation en France. Là, on est le 29 septembre 1941 et c'est le matin. Mais l'avion que vous voyez, qui est un Blenheim britannique, est arrivé à Améry, parce que là, on est à marée basse. Il a améri vers 1h du matin, par là. Et les 3 membres de l'équipage, en fait, croyaient qu'ils avaient améri en pleine mer et ont eu l'agréable surprise de s'apercevoir en sortant de l'avion qu'ils avaient pied. Et donc ils ont marché jusqu'à la plage que vous voyez là au fond. On est dans la baie on est dans les Côtes d'Armor, et ça c'est la baie de Saint-Michel-en-Grève, de Plestin-les-Grèves, si vous connaissez cette région. Et donc ils se cachent dans une cabine de bain. Il y a des cabines de bain le long de la plage. Et le matin, une partie des voisins, des habitants viennent voir parce qu'ils ont entendu le crash épouvantable de l'avion. Et ils viennent voir et sur la plage, il y a notamment des jeunes filles et les aviateurs interpellent les jeunes filles en faisant un signe discret. L'une d'elles a appris l'anglais au collège et donc peut répondre. Et en fait, l'histoire commence comme ça. Ce sont des jeunes filles qui cachent les aviateurs en leur disant de monter dans le double toit de la cabine. Elles les alimentent, alors avec leur mère, pendant quelques jours, pendant que les fouilles intenses dans la région ont lieu. Parce que quand un aviateur tombait, ça déclenchait des fouilles par l'armée. La Luftwaffe, mais pas seulement, par toute l'armée d'occupation. Et donc au bout d'un jour ou deux, la mère prend les 3 aviateurs chez elle, et puis au bout de 2 jours, une autre femme du village vient chercher les aviateurs pour les prendre chez elle. Donc la chaîne s'établit toute seule, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune organisation, il n'y a personne pour dire ce qu'il faut faire. Ça se fait tout seul. Et quand les aviateurs sont chez
c'est une châtelaine, elle a un vieux château en fait, qui a été retapé au XIXe siècle. Eh bien, les Allemands viennent fouiller le château. Donc, il faut les cacher dans une cave, dans une glacière qui est dans la forêt. Et donc, il faut aussi les expédier, en fait, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est dangereux qu'ils restent sur place, c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour ceux qui les aident. Et aussi parce que l'idée, c'est qu'ils doivent reprendre le combat. Et donc, il faut les envoyer en Angleterre via l'Espagne. Et qui vient chercher en voiture les trois, en voiture à gazogène, hein, c'est pas... Et c'est une femme qui est kiné, donc elle a le droit d'avoir une voiture. Et c'est donc encore une femme, on trouve encore une femme qui vient chercher. Et elle les emmène chez deux paysans, enfin chez deux fermes, dans deux fermes différentes, un peu plus loin, en direction de Guingamp, si vous connaissez cette partie de la Bretagne. Et là, c'est d'un côté un fermier d'un certain âge et une fermière d'un certain âge qui abritent les trois. Et puis au bout d'un certain temps, alors là, il y a une connexion avec une filière qui existe déjà. Donc c'est au bout de 15 jours, il y a une connexion. Et c'est une filière qui a le contact avec l'intelligence service. Et le contact principal est un professeur d'anglais d'un collège de Paimpol. Et ce professeur d'anglais donc, organise l'évacuation des trois aviateurs sur Nantes. C'est assez compliqué parce qu'il faut changer de train, etc. Et puis c'est un peu risqué. Enfin, grâce à un jeune ouvrier qui se dit volontaire pour emmener les aviateurs à Nantes, ça marche. Ils arrivent à Nantes tous les trois et ils sont de nouveau logés par une femme qui est une Polonaise d'ailleurs, qui a déjà des aviateurs chez elle. Donc au lieu d'en avoir deux, elle en a 5. Et catastrophe, si on peut dire, c'était pas prévisible, c'est le moment, donc là on est en novembre 1941, c'est le moment où l'organisation spéciale du Parti communiste décide de tuer des Allemands en uniforme, aussi bien à Paris qu'à Nantes. Et l'envoyé du Parti communiste tue le commandant de la place, le commandant allemand. Donc tout Nantes est mis sous la loi martiale la plus sévère et les appartements sont fouillés et les 5 aviateurs sont arrêtés. Peu à peu, dans les mois qui suivent, toute la filière qui n'en était pas une, qui était improvisée, est arrêtée et un procès a lieu en juillet 1942 avec grand renfort de presse, parce que c'est la propagande, donc même Ouest France publie un compte-rendu trompeur du procès. Et de ces 28 arrêtés, 11 vont mourir, soit en prison en Allemagne, soit en camp de concentration, soit guillotinés. Donc ça vous donne une idée du niveau de la répression. Et ce petit exemple, l'intérêt de connaître ce petit exemple en détail, c'est que ça dit plein de choses sur la sociologie des helpers, de la place prééminente des femmes. Alors pourquoi ? D'abord parce que beaucoup d'hommes sont prisonniers de guerre et donc ne sont pas au foyer. Deuxièmement parce que la fonction du gîte et du couvert, c'est une fonction éminemment féminine, surtout à l'époque. Et par conséquent, c'est sur les femmes que repose l'essentiel du travail. Et c'était un gros travail aussi de trouver de quoi manger, de quoi faire manger ces grands gaillards qui avaient très faim, de quoi habiller, puisqu'il fallait des habits civils. Or, alors surtout avec les Américains à partir de 1942, mais même les Anglais étaient plutôt en moyenne plus grands que les Français, surtout que les Français ruraux. Et ça posait donc toutes sortes de questions pratiques difficiles à résoudre. Voilà une autre photo allemande, là c'est toujours le même avion. Les Allemands se font photographier au soleil. Ce sont des photos, ça ce sont des photos qu'on trouve sur eBay ou sur des sites. Ici, c'est le cahier de vacances de la famille, des enfants de la châtelaine. La châtelaine avait 10 enfants, à l'époque de 4 ans à 20 ans. Et on voit le texte des enfants, qui est un texte bien tout à fait ironique sur les Allemands, qui révèle, si vous voulez, la transmission familiale d'un point de vue. Par exemple,
pendant les vacances, on allait ramasser des morceaux d'un avion anglais qui était tombé sur la plage et Titi a trouvé un ballon en caoutchouc. Jean a trouvé une petite caisse de l'avion, il s'est abattu et les Boches s'en sont aperçus à 9 h du matin. Et encore, il a fallu qu'un Français aille leur dire, etc. Et donc, quand même, ça fait rigoler quand on pense qu'il est descendu sous le nez des Boches. Bon, vous voyez le ton. Et c'est juste un petit détour pour signaler que les enfants dans la résistance, ça fait l'objet d'une BD et d'un film en ce moment, mais c'est un thème qui est juste, qui a du fondement. Alors voici la répartition des... Alors là, c'est uniquement les helpers d'Américains, parce que les helpers d'Américains et les helpers d'Anglais sont répertoriés séparément. Bon, là, il n'y a que les Américains, mais la répartition géographique, je crois, est très parlante. Les départements foncés sont ceux où il y a le plus de helpers. Et ça se comprend par les trajectoires d'avions, parce que là, dans le nord de la France, non seulement le nord de la France est très bombardé, mais le nord de la France est sous la trajectoire des avions qui mènent en Allemagne. Et ensuite, un autre département où il y a énormément de helpers, c'est aussi le Finistère, parce que c'est par là que passent les avions qui essayent de bombarder les bases sous-marines de Lorient et Saint-Nazaire, si je ne me trompe. Voilà, donc sinon, ce qui est frappant, c'est que dans la zone libre, il n'y a pas beaucoup de helpers. Et même si on regarde la Haute-Vienne, on n'en voit pas beaucoup non plus. Et alors cela s'explique parce que la zone sud n'était pas sur la trajectoire des avions. Cela s'explique aussi que parce que les trajets des aviateurs avec leurs convoyeurs ne passaient pas tellement par la ligne Paris-Limoges, hein, mais plutôt ils faisaient Paris-Bordeaux et ensuite Toulouse. Donc vous voyez que la Haute-Garonne est assez foncée. Et si Paris a été assez bombardé, ce qui explique la couleur foncée, mais c'est aussi parce que Paris est un hub de helpers. Tous les helpers de Bretagne sont évacués par Paris, ou une grande partie. Et ensuite, à Bordeaux, il y a eu des opérations très importantes des Britanniques et un certain nombre de troupes, des commandos, et qui ont dû être cachés par la population, comme vous le voyez. Et ensuite, on peut noter l'importance des Pyrénées, parce que c'est par là que la plupart des aviateurs qui s'échappaient passaient. De la même façon, il y a le passage en Suisse à partir du Doubs, qu'on voit bien aussi. Bon, ça, c'est la même carte, sauf que ça donne juste les lieux de passage et non pas le nombre de passages. Et donc, on voit que c'est quand même très réparti et que même du côté de Marseille, il y a un certain nombre de communes du côté de Marseille qui ont abrité des helpers. Et ça, c'est une carte intéressante, ce sont les lieux de passage cumulés des soldats et aviateurs alliés, tout compris, dans la France allemande, dans l'Europe occupée, dans l'Europe allemande. Et vous voyez comment le nord de la France est noir. On voit aussi une autre zone noire qui est l'Italie. Et là, il ne s'agit pas tellement d'aviateurs, mais il s'agit des prisonniers de guerre faits par les Allemands en Libye, en Afrique du Nord-Est, et qui, lorsque les Allemands envahissent l'Italie, s'échappent de leurs camps de prisonniers et sont recueillis par la population italienne. C'est-à-dire que si on veut dresser des palmarès, la France, l'Italie et la Belgique sont les pays qui ont le plus aidé les soldats et aviateurs alliés. Très nettement. Même si on trouve des helpers partout, comme cette carte le montre. Et ici, c'est un peu un film. C'est les helpers en Europe. Alors, d'abord en 40, on voit en 40, en fait, quand c'est noir, comme dans le nord de la France, ce sont les soldats britanniques qui n'ont pas pu se réembarquer. On voit aussi très bien, en 40, on voit très bien la ligne de démarcation. Je ne sais pas si vous la voyez, elle se voit. On voit aussi la vallée du Rhône.
parce que beaucoup de Britanniques vont à Marseille, du fait qu'à Marseille, un réseau d'évacuation des Britanniques s'est mis en place tout de suite. Alors ensuite, en 1941, bon, la population s'est dispersée, la population bloquée en 1940 s'est dispersée. On voit toujours un peu la ligne de démarcation. Et puis on la voit de moins en moins parce que les aviateurs s'ajoutent aux soldats. Et vous voyez que l'année la plus noircie, si je puis dire, c'est 1944. Et que je ne me trompe pas, non, c'est 1943, pardon, excusez-moi, c'est 1943. Et ce n'est pas 1944, puisqu'en France, 1944 n'est qu'à moitié occupé. C'est-à-dire, à partir de juillet-août, il y a moins de bombardements sur la France. Et en 1945, vous voyez que les aviateurs alliés se déplacent dans les seuls endroits qui restent occupés, c'est-à-dire l'Allemagne, la Hollande et le Danemark. Donc c'est logique. Alors je parlais de la répression, c'était pas comment dire symbolique, c'était pas simplement des avertissements. Chaque fois qu'un aviateur tombait, un avion tombait dans un endroit, le préfet était obligé de publier ses affiches, de les imprimer, donc c'est aux frais de Vichy, et des estafettes allemandes les collaient un peu partout dans la région. Donc là, c'est une affiche qui date du 13 octobre 40, mais il y en a dès le mois de juillet, et qui dit tout simplement les personnes qui continueront à héberger les Anglais sans les avoir déclarés seront fusillées. C'est une façon de parler, parce que déclarer un Anglais, c'était le faire prisonnier, c'était pas pour qu'il reste chez vous. Alors voilà, ça c'est une annonce de mai 1942. Alors ce sont ces avis bilingues qui annoncent l'exécution de Helpers. Et là vous voyez Irénée Chevalier et Georges Audiquet qui ont gardé chez eux pendant, je crois, 2 mois, un pilote polonais, lequel est donc fait prisonnier puisque ces Helpers sont arrêtés. Et Georges Audiquet était le prêtre de la commune, Irénée était le maire. Donc, vous voyez, c'était bien choisi de la part des Allemands parce que c'était viser les responsables, les autorités. Ça ne risquait pas de passer inaperçu. Donc là, on est en mai 1942. Ici, c'est un autre avis, un peu antérieur, parce que septembre 1941, qui aggrave l'avis précédent. Là, on ajoute que les personnes qui contribueraient à la capture de ces parachutistes, qui ne sont pas des parachutistes au sens d'aujourd'hui, ce sont tout simplement des aviateurs qui sautent en parachute. Donc auront une récompense, et par ailleurs on annonce que les femmes seront déportées. Donc c'est une aggravation des sanctions. Ça a même été plus loin, mais le pas suivant n'a pas été mis en œuvre. Donc je passe. Et voilà un cas, là on est en septembre 1942. Là c'est un avion, c'est un Wellington. Alors là ils étaient au moins 5, j'oublie le nombre exact. Ils étaient au moins 5. Et c'est un atterrissage forcé de nuit. Le pilote a été très secoué, il a survécu, mais il a été très secoué. Et pourquoi je parle de cet exemple? Parce qu'on a une photo célèbre qui est clandestine, et que vous avez sûrement déjà vue, ou qui est un peu partout sur Internet. On voit la famille ici, Firin, qui a recueilli 3 des pilotes du Wellington que vous venez de voir. Et vous voyez, ils sont encore en uniforme, donc ils viennent d'arriver. La famille a affiché pour son banquet en forme de pied de nez l'avis de recherche. Sur cet avis de recherche, on voit que les pilotes sont nommément désignés, ce qui veut dire que l'un des 2 pilotes qui a été fait prisonnier a donné les noms de ses camarades. Et vous voyez sur la photo 3 femmes, c'est la mère et 2 filles. Il manque le petit frère qui avait 14 ans et il manque le père. Toute la famille va jouer ce rôle de helper pendant toute la guerre. Seulement en mars 1943, le père est arrêté et déporté. En janvier 1944, c'est la mère.
Mais les enfants vont continuer jusqu'à la fin. Et donc là aussi, si vous voulez, ça nous montre l'effet générationnel, et qui n'est pas toujours assez, je crois, mis en avant. Et ça nous montre aussi que l'âge n'est pas un obstacle pour un engagement résistant. Enfin, cette famille a tout de même beaucoup donné, et notamment pour nourrir tous ces pilotes. Le père a vendu, il avait une collection de numismatiques, il a vendu ses pièces anciennes, parce que même s'il y avait une aide des Alliés au bout d'un certain temps, ça ne suffisait pas. Ici, nous sommes en novembre 1943. Vous voyez à gauche Arthur Vetter, qui est un pilote américain qui vient de Pittsburgh, comment ça s'appelle pas en Philadelphie, près de Philadelphie, en Pennsylvanie, voilà, en Pennsylvanie. Et donc, cela illustre un souci pour les helpers créé par les jeunes aviateurs. C'est que ces jeunes hommes n'avaient pas l'habitude de rester cloîtrés, cachés, rideaux fermés, dans une seule pièce toute la journée, le temps que la filière lui trouve le moyen de l'évacuer. Donc il y avait un vrai problème. Et là, vous voyez deux jeunes personnes qui ne sont pas sur la photo, mais qui prennent la photo, du réseau Bourgogne, qui sortent ce pauvre Vetter qui n'en peut plus d'être enfermé. Donc, comme ils sont à Saint-Mandé, ils l'emmènent aux zoo de Vincennes. Et ils s'amusent en prenant des photos du pilote américain tout près de soldats allemands. Et ces jeunes résistants ont été dénoncés au printemps 1944, déportés. Le jeune homme n'est pas revenu. La jeune fille a été déportée avec son père et sa mère. Elle est revenue avec sa mère et son père n'est pas revenu. Et c'est donc l'illustration d'un réseau qui s'est constitué à partir de personnes qui peu à peu, progressivement entendent dire que quelque part il y a peut-être, etc. Et donc c'est l'illustration, si vous voulez, de la création par en bas d'une résistance civile. J'arrive sur le cas allemand. Alors en Allemagne, il y a eu une évolution. D'abord, vous vous souvenez qu'en 1940, l'Allemagne est déjà en voie de nazification depuis 7 ans. Et cette nazification n'a fait que s'accentuer. Tous les historiens ne sont pas d'accord avec cette thèse. Certains historiens considèrent qu'à partir du moment où les bombardements alliés sont très forts, les Allemands prennent leur distance. Alors ce n'est pas mon point de vue, nous pouvons en discuter dans le débat. Les Allemands prennent leur distance, non. En revanche, oui, ils râlent de plus en plus. Mais ils sont toujours aussi fidèles à Hitler, qui reste le dieu, pratiquement. Alors, ça, on peut en débattre, mais je vais donc me limiter à mon sujet. Ici, on est en avril 1942, et près de Hambourg, et vous voyez un enterrement dans les règles, avec les honneurs de la guerre, de pilotes anglais. On est en avril 1942. C'est un enterrement, vous voyez, les soldats tirent des coups de feu, et il y a un pasteur. La seule fausse note, c'est que le pasteur fait le salut nazi. C'est un peu spécial. Mais disons que la cérémonie est même... c'est une belle cérémonie. On peut se demander si ce n'est pas une cérémonie de propagande. Parce qu'en avril 42, mars-avril 42, c'est le moment où les premiers bombardements massifs commencent. Et le premier bombardement massif, c'est sur Lübeck. Et puis, quelques jours après cette cérémonie, ce sera Rostock. Mais c'est Lübeck. Et quand on étudie la propagande nazie dans les journaux, il y a une évolution. C'est-à-dire que jusqu'en 1942, les Alliés qui tombent au sol, et les Alliés en général, sont qualifiés avec des termes militaires. C'est-à-dire ce sont des ennemis. Il y a assez peu d'injures, ce sont des ennemis. Et il faut bien sûr, il faut tuer les ennemis, il faut détruire les ennemis. Bon. Mais à partir de 1942,
Et donc à partir du bombardement de Lübeck, donc qui, je le répète, a eu lieu 3 semaines avant cette cérémonie, les journaux ne parlent plus des ennemis, ils parlent des judéo-britanniques et ils parlent des bombardiers de terreur. Donc le vocabulaire a changé. Il devient nazi, c'est-à-dire qu'il recouvre le vocabulaire militaire de l'ennemi par un vocabulaire complètement idéologique. Et en même temps, bon, la propagande se développe dans toutes ses dimensions. Par exemple, avec cette affiche qui va paraître dans toute l'Europe. Là, elle est en allemand, mais en France, elle était en français, et ainsi de suite. Et vous voyez que l'ennemi, la puissance ennemie, donc Feindmacht, c'est de l'allemand, si je puis dire, militaire. C'est l'ennemi, la puissance ennemie, c'est du vocabulaire de la guerre. Mais il se trouve que l'ennemi, c'est la puissance ennemie, c'est der Jude, c'est-à-dire le juif, le juif. Et vous voyez cette imagerie qui est évidemment repoussante, qui est faite pour faire peur aux enfants et qui emballe la guerre dans la lutte et dans le, même on peut dire, c'est déjà largement entamé, dans le génocide des Juifs. Et cette, comment dire, amplification du langage nazi pour qualifier la guerre aérienne ne cesse pas. C'est continu sur toute la guerre. Et c'est l'une des raisons, c'est pas la seule, c'est une des raisons pour laquelle je pense que les Allemands ne se sont pas détachés du système nazi. Alors, à peu près au même moment que cette affiche est parue, les journaux commencent à parler directement de questions raciales et en liaison avec la guerre. Bon, là, c'est la traduction d'un événement qui a eu lieu. Il y a eu un lynchage à Détroit, aux États-Unis, et la propagande nazie s'en empare pour dire, vous voyez là-bas, ils sont aussi racistes que nous, donc vraiment, il n'y a pas de problème, allons-y. Et au même moment, enfin dans la même période, on voit apparaître d'autres déclinaisons de cette propagande antisémite et raciste, et même antichrétienne, avec cette image que j'ai choisie parce que il y a à ce moment-là un certain Oscar Gavins qui est un très bon illustrateur. Et il a du talent. Et là, je crois que c'est l'image la plus réussie qu'il ait faite et qui condense la vision allemande à l'époque de la guerre aérienne. Vous voyez que ce qui est bombardé, c'est une vieille cité allemande traditionnelle. Donc c'est le cœur de l'Allemagne traditionnelle. Et qui bombarde? Alors vous avez, aujourd'hui on dirait un afro-américain, donc qui a un visage simiesque, qui tient une bombe d'un autre âge. Enfin c'est le symbole qui est dans le ciel. Et à sa droite, vous avez un personnage qui porte les stéréotypes visuels des Juifs, selon les nazis, et qui est en même temps un membre du clergé. Vous voyez, c'est le stigmate porte là à la fois sur le clergé, et en fait sur la religion, et sur les Juifs. Cette propagande donc, va se poursuivre sous différentes formes, on pourra y revenir plus tard. Donc là, je vous montre rapidement, on peut discuter. Ici, c'est le Völkischer Beobachter, qui est le journal du parti nazi, qui fait semblant de prendre à la lettre ce qui est écrit sur le blouson d'un aviateur, qui a repris avec ses camarades le nom d'un gang de gangsters new-yorkais qui a été démantelé en 1940 et qui s'appelait Murderer Incorporated, c'est-à-dire la société des assassins. Bon, mais tous les jeunes qui avaient des avions avaient le droit de le nommer d'un nom n'importe lequel, et c'était souvent très fantaisiste. Naturellement, ça n'avait pas de rapport avec leur propre identité. Ce pilote a d'ailleurs survécu. Voilà une autre imagerie
et là qui est, vous voyez, anti-chrétienne, parce que c'est le prêtre qui incite à ses amis ou ses fidèles à bombarder plus, à faire plus de morts, et toujours la connotation raciste. Bon, là, on est en juillet 1944, vous voyez, ça ne cesse pas, ce sont des brigands et des Africains-Américains qui bombardent les civils, on est en juillet 1944. Alors ici, c'est un autre exemple de propagande très intéressant. Là, on est dans le Völkischer Beobachter d'août 1944, du 3 août 1944. Donc vous voyez la situation, le 3 août 1944, les Alliés commencent à avancer assez vite vers Paris. Et on dit aux Allemands, et on va le dire aussi aux Français avec les actualités, qu'ils maltraitent les pilotes alliés. On a fait venir, c'est toute une opération montée depuis Berlin, sur laquelle je pourrais donner des détails, mais je ne veux pas être trop longue. C'est un coup monté, si vous voulez. Et ces gens, si vous voyez sur la photo de droite, on voit un monsieur à lunettes qui vient de donner un coup de poing, ou qui veut en donner un. Ces gens qui sont là, ils ont été convoqués, et ce sont des membres du PPF et de la LVF. Ce sont des employés. Ils ont reçu la veille l'ordre de se trouver à 9h près de la gare de l'Est et de conspuer ou de cogner les prisonniers alliés. Ce qui n'empêche pas certains médias de reprendre ces images en croyant qu'il s'agit effectivement d'un lynchage. Mais ça vous montre que dans la presse allemande, par ce biais, on incite les Allemands à lyncher un peu plus, toujours un peu plus. Et voilà un cas de lynchage. Donc j'estime à 10% le nombre d'aviateurs qui ont été lynchés, ce qui fait quand même 2000-2500 personnes, et dont la moitié à mort. Et du moins, c'est un... Voilà, je peux expliquer comment j'arrive à ce chiffre. Et voilà un cas assez connu, en fait, mais qui n'est connu que dans les grandes lignes, c'est-à-dire que j'ai évidemment regardé tous les dossiers de très près. Ce sont 8 aviateurs américains qui ont dû sauter en parachute à hauteur de Greven, en Nordheim-Westphalienne. Oui, vous voyez, en médaillon, on voit Greven. Et ils sont conduits en train au grand centre d'interrogatoire des pilotes alliés, près de Francfort. Seulement, dans la nuit, du 25 au 26 août 1944, les Alliés ont bombardé Rüsselsheim, cette commune dont vous avez le plan, et vous voyez qu'en plein centre de la ville, il y a l'usine Opel qui construisait des moteurs pour les avions Junker. Donc c'est bien une cible militaire. Mais à cette occasion, la voie ferrée est coupée par le bombardement, et donc ces 8 garçons sous escorte doivent descendre du train et marcher jusqu'à Rüsselsheim pour reprendre le train à Rüsselsheim en espérant que la gare fonctionne. Et donc ils sont conduisés, ils sont escortés le long de la rue. Là, c'est les pointillés que vous voyez, je ne sais pas, vous voyez, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce plan est fait pour montrer que toutes les autorités de la ville sont au courant, parce que le cortège passe devant le commissariat de police, devant le logement du pasteur, pas loin du logement du prêtre catholique, qui d'ailleurs avait été prévenu de ce qui se passait, et de ce fait, si vous voulez, et aussi tout près de l'hôtel de ville, de ce fait, ce lynchage, c'est un lynchage qui est consenti par les autorités. Il y a d'autres éléments pour le prouver. Et ces pauvres aviateurs sont donc agressés, non pas par des agresseurs professionnels, non pas par des gens qui sont membres du parti nazi, mais par les riverains des rues, là, qui sortent pour leur taper dessus, mais très fort, avec des pelles, avec des pioches, avec des briques. Oui, parce que quand même, le bombardement de la nuit a fait s'envoler un certain nombre de toits. Donc il y a beaucoup de briques par terre. Et donc, arrivé au bout d'un certain temps, les aviateurs s'écroulent et ils meurent sous les coups. Donc on prend une charrette pour emmener les cadavres au cimetière, et qui pousse la charrette pour aider celui qui tire, c'est les jeunes garçons du village, enfin de la ville, c'est une petite ville, les jeunes garçons dont un certain nombre en un uniforme de Hitlerjugend.
C'est un convoi très joyeux, parce qu'on a des témoignages, et ils vont donc jusqu'au cimetière. Et une fois au cimetière, où est-ce qu'on met les cadavres? On les met dans une fosse commune qu'on creuse dans le cimetière juif qui a été entre-temps profané. Ce qui veut dire, si vous voulez, que l'identité des aviateurs, elle est considérée comme équivalente à celle de ce que sont les Juifs à ce moment-là en Allemagne. Et ça montre aussi qu'il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a plus aucun respect des règles de la guerre. Mais si on cherche bien, on trouve quand même des signes que dans cette ville, il y a eu 1 ou 2 ou 3 personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Voilà, ça je pourrais revenir là-dessus. Enfin, c'est comme ça que les 8 sont poussés sur la charrette, mais au moment où ils arrivent dans le cimetière, il y a une alerte aérienne, ce qui fait que 2 sur les 8 qui respiraient encore ont la force de s'extraire de la charrette et de se cacher dans le cimetière. Et ces 2-là vont essayer de rejoindre évidemment l'Ouest. J'ose pas dire la France, parce que la France est encore complètement occupée. Le 26 août, c'est juste après la libération de Paris. Enfin, la France de l'Est est occupée. Et bon, ils vont être faits prisonniers. Et là, dans des conditions normales, ils vont être envoyés dans des camps de prisonniers. Et c'est comme ça qu'on connaît l'autre versant de l'histoire. C'est tout à fait exceptionnel. Sinon, on ne connaît que la version des témoins allemands. Et évidemment, c'est une version qui est assez largement biaisée. Voilà, là c'est l'armée américaine qui fait les constats. Alors, pour terminer, parce que je vois que ça fait 57 minutes, pour terminer, ce que montre cette étude, ce que me montre cette étude, c'est la force de la culture et de la culture politique. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qu'on se permet quand la culture politique est arrivée à un point où on peut se permettre ces comportements. Et donc, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans de nazisme, ça a produit des fruits. Et c'est jusqu'à la fin, parce que le nombre de lynchages n'a pas cessé d'augmenter, alors même qu'à cause de l'avance alliée, le territoire se rétrécissait. C'est pourquoi je pense que là, il faut plutôt considérer que la nazification était un processus cumulatif et constant, et jusqu'en mai 1945. Et donc ce qui joue, c'est la culture politique qui, bien sûr, repose d'abord sur une histoire, sur une mémoire. C'est le cas en France, parce qu'en France, les autorités réprimaient l'aide aux Alliés, donc ça ne peut pas venir des autorités, ni de Vichy, ni des Allemands. Et en Angleterre, eh bien, les impulsions du gouvernement incitaient les Britanniques à respecter les lois de la guerre, c'est-à-dire à respecter les prisonniers de guerre, et dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Si bien que je crois que là, on peut considérer que cette étude c'est une histoire par en bas, c'est une histoire sociale et politique, mais finalement, c'est une histoire culturelle. Je vous remercie.